Bienvenue dans notre émission Le droit dans ses bottes, le podcast du droit appliqué au BTP, proposé par le cabinet d'avocats Adaltis et le moniteur des travaux publics et du bâtiment. Pour cette 3e saison, nous partons à nouveau avec des avocats et des avocates, bottes de chantier dans le coffre, défricher les terrains juridiques arpentés par les acteurs de la construction. Je suis Sophie Dozon, rédactrice en chef adjointe du Moniteur, et aujourd'hui, je suis avec Séverine Buffet. Bonjour Séverine. Bonjour. Séverine, vous êtes avocate associée spécialisée en droit de l'urbanisme et nous allons ensemble parler de gel et de sécheresse. Plus précisément du gel des autorisations d'urbanisme auxquelles les professionnels commencent à être confrontés en raison de l'insuffisance en eau pour alimenter certains territoires. Séverine, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de l'étendue du problème de stress hydrique en France aujourd'hui ? Le stress hydrique en France est une réalité. Depuis 2003, 13 années sur 20 ont connu une sécheresse notable. En début d'année 2023, le taux de précipitation a été particulièrement faible. Ce taux de précipitation faible, courant de l'hiver, associé à un été particulièrement chaud, a créé une tension sur les nappes phréatiques du territoire métropolitain français. D'ailleurs, dès l'automne 2023, le ministre de l'Écologie, dans les colonnes de Libération, faisait état du manque d'eau sur le territoire de plusieurs communes. Alors c'est dans ce contexte tendu, on le voit, que le sujet du gel des autorisations administratives en raison de la sécheresse s'est posé. Il est d'abord apparu dans la doctrine administrative. Racontez-nous ça, Séverine. Quand on parle du terme de doctrine administrative, on vise les collectivités qui ont la compétence en matière de gestion de l'eau potable, mais on vise aussi les services de l'État qui sont, en toute logique, très attentifs à la desserte du territoire par l'eau potable. Il y a eu plusieurs communautés de communes qui, par des délibérations, en début d'année 2023, ont adopté ce qu'on a appelé de véritables plans Marshall, qui consistaient en des plans d'action pour la sécurisation de l'alimentation en eau. On peut donner un premier exemple avec la communauté de communes du Pays de Fayence, dans le Var, qui a pris une délibération le 31 janvier 2023 visant à la maîtrise de l'urbanisme par une pause de l'urbanisme dans l'attente de la sécurisation de l'alimentation en eau potable. Le 24 avril 2023, c'est au tour de la communauté de communes Rue Militaire de Savoie, donc située sur le territoire de la Haute-Savoie, au titre de ses compétences en eau potable et de la GEMAPI, d'adopter un plan stratégique d'urgence pour la préservation de la ressource en eau et la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable. L'un des actes de ce plan est de maîtriser l'urbanisme par une pause en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme. On trouve donc cette doctrine affirmée par les collectivités locales, reprise au niveau des services de l'État qui soutiennent ces dispositifs. Et notamment dans le département de l'Ardèche, c'est le préfet lui-même qui a institué des restrictions d'urbanisme en demandant aux maires de ne plus délivrer de permis de construire ou en refusant la délivrance des autorisations d'urbanisme pour les communes qui seraient situées en règlement national d'urbanisme, RNU, où pour obtenir un permis de construire, il faut un avis conforme, favorable des services de l'État. Mais est-ce que c'est légal que ce soit du côté des collectivités ou du côté du préfet de prendre ce type d'instruction ? Clairement, aujourd'hui, le juge administratif n'a jamais été saisi directement de ces délibérations ou de la position des services de l'État. Mais la légalité de ces dispositifs interroge, parce qu'il s'agit vraiment de positions générales sur un territoire donné. Après, il ne s'agit pas à proprement parler d'actes décisoires. Ils sont dépourvus d'effets juridiques. Ce sont vraiment plus des prises de position sur une stratégie à adopter. Si on voulait résumer, on pourrait dire que ce sont des prises de position qui sont purement symboliques. In fine, c'est le maire qui délivre les autorisations d'urbanisme. Néanmoins, ces doctrines qui ressortent des délibérations des différentes intercommunalités ou des services de l'État ont eu pour but de sensibiliser les communes sur les moyens d'action qu'elles pouvaient mobiliser pour refuser les permis de construire en lien avec un problème de manque en eau. Et quels sont justement ces fondements juridiques qui pourraient permettre à des collectivités, à des maires de rejeter des demandes de permis de construire ? Il existe 2 fondements juridiques distincts.
Le premier fondement juridique est tiré de l'article L111-11 du Code de l'urbanisme. Sur ce fondement-là, le maire peut refuser un permis de construire parce qu'il n'est pas en capacité d'indiquer sous quel délai le projet de construction pourra être raccordé au réseau d'eau potable. En bref, cela signifie qu'ici, le motif de refus est tiré de l'insuffisance du réseau en eau potable et de l'opposition de la collectivité de financer des travaux d'extension du réseau d'eau potable. Donc c'est un motif qui est purement financier. Le second motif, lui, est tiré de l'article R111-2 du Code de l'urbanisme. Là, c'est une disposition générale du Code de l'urbanisme qui permet au maire de s'opposer à un permis de construire parce qu'il identifierait un risque pour la sécurité ou la salubrité publique. En l'occurrence ici, quand on est sur un problème de desserte en eau potable, c'est un risque à la salubrité publique auquel il pourra être porté atteinte. Cela signifie que quand le maire identifie un stress hydrique, il va pouvoir refuser le permis de construire sur le fondement de l'article R111-2 du Code de l'urbanisme, considérant que la construction ne va pas pouvoir être alimentée en eau potable et que c'est un risque pour la salubrité publique. Séverine, vous nous avez expliqué tout à l'heure que le juge n'avait pas été amené à se prononcer sur les instructions administratives diverses qui ont été prises. Est-ce qu'il a en revanche été amené à se prononcer sur des refus de permis ? Oui, tout à fait. Il a été amené à se prononcer sur des refus de permis. En l'occurrence, un refus de permis, c'est un acte décisoire qui peut être déféré au juge administratif et au tribunal administratif en premier ressort. En la matière, donc, on a eu plusieurs positions jurisprudentielles distinctes. Le tribunal administratif de Toulon, dans un jugement du 23 février 2024, a pu valider un refus de permis de construire qui était fondé sur l'article R111-2 du Code de l'urbanisme pour insuffisance de la ressource en eau provoquée par la sécheresse. En revanche, dans un jugement également très récent, le tribunal administratif de Grenoble, un jugement du 12 février 2024, a de son côté annulé un refus de permis de construire qui était fondé sur le même motif. La conclusion, c'est que le juge administratif se livre vraiment à une appréciation au cas par cas d'un refus de permis de construire fondé sur l'insuffisance de la ressource en eau potable liée à des épisodes de sécheresse. Donc on voit bien que tout ça impacte fortement l'urbanisme opérationnel, la possibilité d'obtenir ou de délivrer des autorisations. Mais est-ce que ce problème de sécheresse a aussi des conséquences sur l'urbanisme réglementaire, c'est-à-dire concrètement sur les documents d'urbanisme ? Le droit de l'urbanisme réglementaire, donc la planification, intègre depuis plusieurs décennies les enjeux environnementaux dont fait partie la lutte contre le changement climatique. La lutte contre le changement climatique et l'adaptation au changement climatique ont d'ailleurs été érigés au rang des grands principes généraux du droit de l'urbanisme par la loi Climat et Résilience. C'est la loi Climat et Résilience aussi qui a fixé un objectif du zéro artificialisation nette. Le zéro artificialisation nette est l'une des manifestations de la prise en compte du changement climatique par le droit de l'urbanisme réglementaire. Le dispositif du ZAN va avoir un effet direct sur la délivrance des permis de construire dans la mesure où le ZAN va réduire le foncier qui sera classé en zone constructible. Merci beaucoup Séverine pour ce panorama très clair et merci à vous chers auditeurs d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast Le droit dans ses bottes sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager cet épisode avec votre réseau. À bientôt.